cher public nombreux, merci d'être ici. Je ne suis pas trop frustré parce que ce livre est sorti en décembre dernier. Et finalement, il faut parler dans le micro parce qu'il y a un enregistrement ou on n'est pas obligé? Non, on n'est pas obligé. Il n'y a pas d'enregistrement. Là, vous m'entendez bien? Ouais. Voilà. Oui, je disais, il a déjà été montré. Et on a eu l'occasion aussi de réaliser un film avec ma compagne, Marianne Dautray, un film documentaire sur Bazin, à partir d'une rareté qui se trouve aujourd'hui tout à fait à la fin du deuxième tome, chronologique, puisque c'est une présentation chronologique. Et tout à la fin, il y a un projet de scénario d'André Bazin, chose qui était très très inconnue et qui aujourd'hui peut se lire tranquillement à la fin du deuxième volume. Et il était connu, c'est-à-dire qu'on connaissait un texte qui s'appelait Projet, Les Églises romanes de Saintonge, projet de film d'André Bazin, et c'est tout ce qu'on en savait. C'était paru dans le numéro 100, un numéro anniversaire des Cahiers du cinéma, après la mort de Bazin, 1 an après la mort de Bazin. Tout ce qu'on savait, c'était ça. Donc, je vous parle d'abord d'autre chose et ensuite j'arrive au livre, puisque le film, si vous avez l'occasion de voir le film, si vous le voulez, à 14h15 au cinéma Hermitage. Le film est programmé tout à l'heure. On le présentera et on fera une petite discussion. Le film est donc totalement indépendant de la réalisation des œuvres complètes que j'ai menées de mon côté. Et il a néanmoins une relation parce que j'avais décidé de faire un film et on avait décidé à deux, d'abord à trois. Enfin, on a commencé avec un ami cinéaste canadien et puis on a filmé avec lui. Et ensuite, on a fait 2 projets finalement et on a commencé notre film avec une véritable production un peu plus tard. Et l'idée était de faire un film sur un projet dont on ne savait rien. Donc ce qui était beau, c'est qu'on ne savait rien du film de Bazin. Est-ce qu'il avait existé? Enfin, on n'en a aucune trace. Est-ce qu'il avait filmé quelque chose? Qu'est-ce que c'était que ce scénario? Et donc on est plutôt parti sur le plaisir d'inventer quelque chose à partir d'une chose dont on ne savait rien, sauf ce texte avec quelques photos. Donc on avait décidé d'aller filmer les églises romanes de Saintonge, qui étaient en photo dans le projet de Bazin, et qui était un projet de documentaire sur les églises romanes de Saintonge. On ne connaissait pas la date. Et puis finalement, la possibilité de ce livre, qui est une très très longue histoire, puisque moi ça fait plus de 20 ans que je travaille à la reconstitution de tous les... Enfin, à la recherche de la bibliographie exacte de tout ce qu'a écrit André Bazin dans sa vie. Ça fait vraiment même plus de 20 ans que je fais des recherches autour de cette question. Mais la possibilité d'un livre et d'éditer l'ensemble des textes de Bazin était un peu une utopie qui a été caressée plusieurs fois. Alors moi, j'avais notamment commencé à faire ce travail avec les éditions des Cahiers du cinéma, mais sans savoir si je pourrais le faire. Finalement, la femme d'André Bazin, qui était très célèbre, puisque c'était Janine Bazin, qui elle-même a eu toute une carrière dans le cinéma, c'est-à-dire qu'elle a réalisé elle a dirigé une émission qui s'appelait Cinéaste de notre temps à l'ORTF, qui était la grande émission sur le cinéma en France, avec son compagnon André Labarthe, qui est compagnon après la mort d'André Bazin, qui est mort très jeune. Et elle avait aussi fondé le festival de Belfort, un festival de cinéma, de recherche indépendante, plutôt intéressant, plutôt très bien. Voilà. Finalement, elle voulait que ce soit André Labarthe qui fasse le livre, et puis André Labarthe n'a pas fait le livre, donc les choses ont duré très 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 longtemps. Moi, j'ai travaillé sur d'autres sujets en attendant. Et puis Janine Bazin nous a quittés. Son fils, finalement, qui est l'héritier, a finalement été d'accord pour qu'on le fasse. On devait lancer la chose aux éditions des Cahiers du cinéma qui ont disparu, corps et biens. Les Cahiers du cinéma ont été rachetés plusieurs fois et dernièrement, enfin ça fait déjà maintenant plusieurs années que les grandes éditions des Cahiers du cinéma qui faisaient beaucoup de livres sur le cinéma dans les années 80-90 ont disparu du marché. Ils ne font plus de livres. Et donc pour moi ça a été assez dur, mais je venais de faire un livre sur Pasolini, un gros dossier en 2 volumes sur Akhaton, le premier film de Pasolini. Et donc, les éditions Macula ont été intéressées pour se lancer dans cette aventure qui est une aventure éditoriale. C'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Une révolution éditoriale » parce qu'à tout point de vue, ce qui a été confirmé par toute la presse que nous avons eue, c'est vraiment un livre totalement exceptionnel et vraiment... Je ne suis évidemment pas le seul à l'avoir fait. Il a fallu à peu près une demi-douzaine de personnes pendant 2 ans à marche forcée pour arriver à éditer ça, parce que ça représente
15 millions de signes, c'est-à-dire comme si c'était 15 assez gros livres qu'on arrive à faire tenir dans 2 volumes un peu papier Bible, avec des colonnes, voilà. Ça reste lisible avec un très beau... Enfin, on est très heureux d'être arrivé au bout et on a fini par parvenir à faire ce livre sans mourir. Voilà, je dirais comme ça. Parce que c'est vraiment un travail sans que l'éditeur meure. L'éditeur n'a pas coulé malgré le prix que coûte ce livre qui est démentiel. On a eu beaucoup d'aides. Toutes les aides possibles en France nous ont été données, mais, parce que c'est vraiment une œuvre patrimoniale importante. Mais enfin, malgré tout ça, ça reste vraiment un pari pour les éditions Macula. Et il fallait que ce soit les éditions Macula aussi, puis une espèce d'acharnement, voilà, notamment de Véronique Yersin qui a créé les éditions Macula. Donc voilà, c'est un travail tout à fait hors norme. Pour moi, c'est presque un rêve. J'étais pas tout à fait... Enfin, j'étais presque certain que c'était impossible. C'est-à-dire qu'on finirait par faire un livre un jour assez important de Bazin, mais l'ensemble, c'était presque inimaginable. Et ça n'existe pas en général. C'est-à-dire, l'œuvre d'un critique de cinéma est très énorme parce que c'est un critique. Donc un critique qui écrit dans un journal comme Bazin, dans un journal quotidien, Le Parisien libéré pour Bazin, entre 1944 et 1958, 3 articles par semaine, tout de suite on a plus de 1300 articles, donc ça s'accumule très très vite. La chose extraordinaire avec Bazin, c'est que donc si on prend l'œuvre complète, si on peut appeler ça une œuvre, hein, l'accumulation de tous les articles d'un critique, tout de suite, on a des milliers de textes, mais qui ne sont pas forcément intéressants. Donc l'étrangeté de Bazin et le fait qu'on a été jusqu'au bout, c'est qu'à la lecture, les textes ont résisté. C'est-à-dire que Bazin est considéré comme une sorte de théoricien du cinéma. Il est connu mondialement pour un article notamment du début de sa vie, et ensuite « Qu'est-ce que le cinéma ?», le livre qui était connu jusqu'ici. Et en réalité, c'est un théoricien de fait, mais pas de droit. C'est-à-dire, il n'a jamais été professeur, il n'a jamais été théoricien, il n'a pas écrit de livres proprement dit, sauf 2 petits livres, des monographies, mais c'est surtout des livres de ses articles qui sont rassemblés. Donc, c'est vraiment un journaliste, et c'est une œuvre de journaliste. Donc, on pourrait se dire qu'il a répété les mêmes choses, qu'il a baissé la garde quand il écrivait pour un quotidien populaire, ou... Eh bien, pas du tout. On s'aperçoit qu'en fait, tout est totalement passionnant et tout est finalement à égalité d'intérêt de façon très, très étonnante, même si les rythmes sont différents. Voilà, donc ça, c'est pour les généralités. Oui, je termine mon histoire de film, pour en terminer avec le film. Juste avant d'aller filmer les églises romanes de Saintonge telles qu'elles sont aujourd'hui, alors que Bazin les avait photographiées en 1958, tout d'un coup, donc les archives au fond familiales sont ressorties. Il n'y avait pas grand-chose, mais quand même, dans une cave, il y avait bien quelque chose. Ce n'est pas ce que m'avait dit Madame Bazin. Donc, la belle-fille, finalement, a retiré des choses. Et puis, ils ont retrouvé une valise qui était chez des amis. Et dans la valise, il y avait tout le dossier du film. Et le dossier du film, comme ça, on a su, juste avant de partir, exactement ce qu'avait filmé Bazin et quand. Et alors là, j'ai appris que Bazin avait voulu faire un film qu'on lui avait proposé. C'était le grand producteur Pierre Braunberger, qui avait déjà produit tous les gens qui allaient devenir les grands cinéastes de la Nouvelle Vague, et puis qui serait le producteur de Godard et de tous les cinéastes importants de la Nouvelle Vague, mais qui avait déjà produit des courts-métrages d'Alain Resnais, de Rivette, de Godard, donc tous les gens importants, et qui avait proposé à Bazin de réaliser lui-même un court-métrage documentaire. Un jour où il se trouvait chez le maire de Royan, en disant au maire de Royan, vous allez bien nous financer, et puis mon cher Bazin, vous allez bien faire ce film, parce que Bazin avait été élève instituteur à La Rochelle, et il connaissait les lieux qu'il avait beaucoup fréquentés en bicyclette quand il était jeune, dans les années 30. Voilà. Bazin est né en 1918. Et donc, on a su exactement que Bazin avait fait 2 voyages de repérage, et qu'il avait pris des photos, et on a retrouvé 300 photos noir et blanc. Donc du coup, Bazin est notre opérateur, puisqu'il y a une partie du film qui sont les images mêmes de Bazin, qui se sont avérées au stade du montage véritablement très belles. Voilà. Alors ça, c'est pour parler d'un tout petit texte qui se trouve finalement à la fin des 2800 textes qu'on a rassemblés par ordre chronologique. Le visage que vous voyez là, c'est une photo assez célèbre de Bazin.
Et donc, si j'ai parlé d'une révolution éditoriale, c'est parce qu'au départ, Bazin, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce que le cinéma paru juste après sa mort. Donc Bazin est né en 1918, mais il est mort à 40 ans. Bon, il était tuberculeux, il s'est arrêté au moins 1 an et demi dans sa vie, parce qu'il a dû aller dans un sanatorium, et il n'a plus du tout écrit pendant 1 an et demi à la fin de l'année 49, 1950 et une partie de l'année 1951. Et ensuite, on lui a révélé en 1954 qu'il avait une leucémie, qu'il était atteint d'une leucémie, c'est une forme de cancer du sang qui allait lui être fatale en quelques mois. Et finalement, il a vécu encore 4 ans, jusqu'en 1958. Et il est mort le 11 novembre 1958, le premier jour de tournage des 400 coups de François Truffaut, qui était François Truffaut est la personne qui l'a véritablement sauvé. Il l'a sorti de prison 2 fois dans sa vie, il s'est porté garant pour lui, il lui a trouvé un travail et il l'a logé 2 ans chez lui. Donc Truffaut lui a été éternellement reconnaissant, et Truffaut est à peu près la seule personne qui a travaillé après la mort de Bazin à l'édition des textes de Bazin posthumes. Et quand Truffaut est mort lui-même d'un cancer en 1984, moi je commençais ma vie de chercheur et je pensais que tout ça a été lancé. Il y avait une biographie de Bazin qui avait été publiée, traduite en français par un chercheur américain qui est devenu mon ami, qui est le pionnier des recherches sur Bazin, Dudley Andrew, qui maintenant est à Yale, a été traduite en français. Et puis il y avait ce premier effort d'essayer d'accéder à toute l'œuvre de Bazin méconnue, et c'est un livre qui finalement a été, aux éditions des Cahiers du cinéma, une belle anthologie qui reprenait des textes oubliés. Et ça, c'était en 1983. Et Truffaut est mort en 84. Et j'ai fait le point dans ma vie récemment en me rendant compte que finalement, depuis 1984, il avait été impossible de publier quoi que ce soit de nouveau d'André Bazin. Donc André Bazin a été publié entre ce premier livre, paru 1 mois après sa mort, donc il n'a pas pu voir entre ses mains, mais qu'il avait complètement préparé. Donc les textes sont assez intéressants parce qu'à l'intérieur, les textes sont retouchés par Bazin. Parfois même, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du copier-coller. Il prend plusieurs textes et il en fabrique un nouveau. Et donc on a fait l'effort supplémentaire dans cette édition complète de faire une édition scientifique, c'est-à-dire on a les modifications entre la première parution du texte en revue et lorsqu'il a été modifié par Bazin, à telle ou telle occasion, mais surtout pour cela, on a donné les différences, c'est-à-dire on a mis entre crochets ce qui avait été supprimé et en note en bas de page ce qui avait été ajouté. Donc, et puis quand il y avait de trop grosses modifications, comme par exemple pour le livre, le texte fondamental qui s'appelle Ontologie de l'image photographique, très célèbre, que moi j'avais étudié, donc je savais qu'il y avait une version de 1944 très différente de la version de 1958 que tout le monde connaît, qui a été publiée pour la première fois là. Alors là, il y avait tellement de modifications. Bon, on a tenté la chose, mais ça devenait illisible sur la page, et donc très désagréable à lire. Alors, on l'a publié 2 fois. Voilà. Donc vraiment, c'est un éditeur comme on n'en fait pas. Macula, c'est un éditeur merveilleux parce qu'au bout d'un moment, ça coûtait un peu plus cher de racheter aux éditions du Cerf la chose pour la republier, mais on a publié en varia, et il y a aussi un effort supplémentaire à la fin de reprendre tous les livres posthumes, c'est-à-dire à partir de celui-ci jusqu'en 1984, tous les livres qui ont été publiés de Bazin et qui ne font que reprendre des articles qui se trouvent chronologiquement dans le livre. On a repris toutes les tables des matières, et lorsqu'il y avait un texte vraiment très modifié, il apparaît à cet endroit-là. Voilà. Donc on a ces œuvres posthumes à la fin, et puis après c'est suivi de 5 index monstrueux. Là, c'est pas moi qui les ai faits, il y a des gens qui ne sont pas morts non plus, mais presque. Il y a 5 index avec 3000 films, évidemment, puisque quand on a plus de signes, on a encore plus de choses dans les index, donc les index deviennent très difficiles. Donc il y a 3000 films indexés, puis les noms d'auteurs, puis les émissions de télévision, parce que Bazin est un des premiers, et ça c'est une des grandes découvertes de ce livre, c'est que Bazin est un des premiers critiques de la télévision en langue française, puisqu'il a vu naître la télévision et il avait ce regard. Et puis il a été malade à la fin de sa vie, et donc il restait une partie de la semaine chez lui avec la télévision, et il a beaucoup écrit il a été le premier critique de cinéma, de radio-cinéma-télévision, lorsque ça a démarré en 1951, qui s'appelle aujourd'hui Télérama. Donc c'est le premier critique de cinéma du futur Télérama,
Télérama, et il s'est mis à écrire aussi sur la télévision. Donc on a à peu près 150 articles concernant seulement la télévision, et qui sont très passionnants parce que c'est le début de la télévision, donc c'est un moment quasi utopique où Bazin peut espérer que ça sera une chose démocratique, intéressante. Il y a aussi toute cette production d'avant l'invention du magnétoscope, qui fait qu'on est obligé que tout soit performé en direct devant une caméra qui ne peut qu'envoyer en direct dans les téléviseurs par les ondes. Et donc, c'est ce qu'on appelle les dramatiques en direct. Et les dramatiques en direct, c'est vraiment juste 2 ans, qui sont une œuvre très particulière, qui n'est ni du théâtre, ni de la télévision, ni du cinéma, qui est la télévision des premiers temps. Voilà, donc Bazin a connu cette télévision qui était obligée au direct, donc qui ne pouvait pas refabriquer, ajouter les... Et en même temps... il a été aussi assez fin pour s'apercevoir que c'était le début d'une forme d'abêtissement tout à fait nouvelle et tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un espoir citoyen d'une forme qui pourrait être une chose extraordinaire, et puis en même temps déjà tous les germes vraiment d'une forme d'absurdité et d'abêtissement qui est déjà là. Alors, donc, au départ, c'est ça. Premier volume, 1958, juste après la mort de Bazin, suivi l'année suivante du tome 2. Donc, ce sont des petits livres de la collection 7e art des éditions du Cerf, édition catholique, mais aussi édition... Alors, ça a fait beaucoup pour que Bazin soit associé à l'idée qu'il est un penseur catholique, ce que je récuse. Je pense que c'est un penseur très très laïque. Il a eu une formation dans sa jeunesse. Il a effectivement été militant, jeunesse étudiante chrétienne assez peu de temps. Il a effectivement gardé des amis. Il a effectivement été engagé par Radio Cinéma Télévision, qui au départ était vraiment catholique. Néanmoins, il a été formé 3 ans dans une première école normale d'instituteur, donc là on peut dire vraiment laïque, voire anticlérical, puis une 4e année pour faire une année préparatoire, puisqu'il était le bon élève, alors on l'a poussé à faire une 4e année pour entrer à Normale Supérieure. Et ensuite, il est entré à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Il aurait dû faire une carrière de chercheur, d'inspecteur de l'éducation nationale ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, la guerre est arrivée, et donc il a été mobilisé en 1940, et tout s'est arrêté, et tout a changé. Et donc il a commencé à découvrir le cinéma assez tardivement, à ce moment-là, et ça a été fulgurant, et finalement, avant la fin de l'occupation, il était déjà en train d'écrire dans les revues étudiantes. Et il a commencé dès 1944, dès la libération de Paris. Il est le premier critique de cinéma du Parisien libéré, qui au départ n'est qu'une feuille recto verso à cause de la pénurie de papier. Et jusqu'à la fin de sa vie, en 1958, il a été salarié du Parisien libéré, et il est le critique de cinéma du Parisien libéré. Voilà, donc il a fait sa vie autrement. Et il est devenu complètement journaliste, et il a vécu de sa plume de critique de cinéma. Voilà, ce qui est assez rare. Aujourd'hui, il y a très peu de critiques en France. Ils peuvent se compter, je pense, sur les doigts de à peu près 3 mains peut-être, mais pas beaucoup plus. Des salariés dans les journaux, c'est malheureusement pour nos étudiants, quand on enseigne le cinéma, on sait que c'est pas du tout un débouché pour eux, parce qu'on peut être critique de cinéma, il y en a beaucoup, mais c'est plutôt gratuit. Autrefois, c'était un petit peu plus répandu, mais pas beaucoup plus. Voilà, donc Bazin fait partie de ces rares salariés de ce travail de journaliste. La 3e est parue encore après. Les 4, c'est jusqu'en 1962 qu'ils sont publiés, donc entre 58 et 62. Malheureusement, j'ai scanné des vieux exemplaires, donc vous pouvez mal lire. Le premier s'appelle Ontologie et langage. Qu'est-ce que le cinéma? Tome 1, Ontologie et langage. Tome 2, Le cinéma et les autres arts. Vous voyez Picasso avec Henri-Georges Clouzot dans une photo du film, une photo de plateau du Mystère Picasso. Là, vous voyez Bazin avec son chat. Bazin était connu pour aimer les animaux, avait beaucoup d'animaux chez lui, même des animaux assez rares, comme un caïman. Il s'en est débarrassé quand il a grandi. Donc, 3e tome, cinéma et sociologie. Et 4e tome, une esthétique de la réalité, le néoréalisme. L'homme à casquette n'est pas Bazin, mais je pense que malicieusement, ça a été choisi par les éditeurs pour ressembler un homme qui ressemble un peu à Bazin, mais c'est le guide
à Naples, qui fait visiter la Solfatare à Ingrid Bergman, qui est dans une position assez animale et étrange, dans Voyage en Italie de Rossellini. Alors, le néoréalisme c'est le seul des quatre qui a été dont les textes ont été choisis par Rivette, Jacques Rivette, puisque Bazin n'avait pas eu le temps de préparer le quatrième tome. Mais il avait préparé les tomes 1, 2, 3, et il avait vraiment fait des modifications très importantes de ces textes pour le tome 1. Alors, ce que dit d'ailleurs Rivette, je n'ai pas choisi, je n'ai pas le droit de choisir, donc j'ai pris tous les textes sur le néoréalisme de Bazin, ce qui évidemment n'est pas tout à fait vrai maintenant qu'on a fait toutes les recherches, mais on en a trouvé plus, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça a été ça pendant un temps, disons dans début des années 60, juste après la mort de Bazin. Les gens connaissaient Bazin par sa réputation de journaliste, et ils l'ont connu par ces 4 volumes qui, mis bout à bout, sont une somme, véritablement. D'ailleurs, ils ont été immédiatement reconnus comme tels, notamment par Georges Sadoul et Eric Romer, qui ont chacun fait un compte-rendu des premiers tomes dans un texte d'hommage à Bazin, enfin dans un numéro spécial des Cahiers du cinéma d'hommage à Bazin. Et à la fin de sa vie, Bazin était déjà reconnu comme une sommité dans sa matière. C'est sans doute le critique de cinéma le plus célèbre du monde, sans aucun doute. C'est très rare d'accéder à la reconnaissance pour les critiques de cinéma. Donc, on en a un seul autre exemple en France, c'est Serge Danet. Serge Danet, dont on a publié les œuvres à peu près complètes, puisqu'il manque une centaine d'articles, mais il y a quand même plusieurs volumes chez POL. Donc, à 2 générations plus tard, on a Serge Danet, qui a lui aussi été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, qui lui aussi a été un critique de quotidien. Il est passé à Libération après les Cahiers. Et donc, il a eu il y a des similitudes entre les deux, même s'ils sont très très différents, évidemment, l'un de l'autre. Bazin, tous les deux sont morts jeunes, mais Danet est mort du sida. Et des suites du sida. Voilà. Alors, bon, ces 4 volumes étaient vraiment magnifiques, mais ils ont disparu assez vite. En 1975, la famille et les éditions du Cerf ont eu l'idée, à mon avis, très stupide, d'en faire un seul tome, disant le moment est venu, il y a une explication qui dit le moment est venu de simplifier, je ne sais pas quoi, donc on perd à peu près 2/3 ou même 3/4 des textes qui étaient contenus dans les 4. Pourquoi ne pas avoir fait un livre qui reprenait les 4 bout à bout? Ça aurait été très simple et il l'aurait tout aussi bien vendu. Néanmoins, ils ont fait une édition dite définitive qui en fait était totalement raccourcie. Cela dit, ça reste le best-seller des éditions du Cerf. Je pense que les éditions du Cerf existent encore par ce livre et qui en est à la 17e édition, je ne sais pas, et le best-seller des éditions de cinéma. Ça, c'est alors à partir de 1975. Là, c'est une des couvertures possibles. Il y a eu de nombreuses éditions. C'est celle que tout le monde connaît et a dans les mains en général jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc Bazin, c'était ça. Et il était dit édition définitive. Et c'était des textes très beaux, par ailleurs. Des textes très, très puissants de Bazin qu'il avait choisi lui-même et qu'il avait très, très bien choisi. Donc des grands textes de Bazin. Néanmoins, voilà, alors, ça pourrait être ça aussi. On pourrait se dire, Bazin, avant, c'était ça. Mais ça, personne ne le connaissait, puisque les problèmes de la peinture des éditions lyonnaises Confluence, sous la direction de Gaston Dille, qui était un marchand d'art, qui est un très beau livre, un livre très épais, avec une 60aine d'articles faits par des gens très très célèbres, par des gens très très célèbres, par des gens très très célèbres, des artistes, des peintres, des critiques très fameux, des écrivains de l'époque, et puis un jeune homme absolument inconnu qui s'appelait André Bazin. Et le texte de Bazin s'appelle « Ontologie de l'image photographique ». Moi, je suppose qu'à l'intérieur de ce livre, donc, qui a été fabriqué en 1944, avant la Libération, et qui est sorti 1 an plus tard, en 1945, après la Libération, qui fait une sorte d'état de la peinture en France, qui est devenue la peinture française, alors, après 4 ans d'occupation allemande et de régime de Vichy, mais évidemment, ce n'est pas du tout du point de vue de la Libération, puisque c'est fait avant. Donc, où en sommes-nous dans la peinture en France? Et il y a une grande ignorance, par exemple, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, à New York. On pense encore que l'école de Paris est importante.
importante. Voilà. Donc, mais c'est un livre très fondamental pour savoir comment on pense la peinture à cette époque-là. Et à l'intérieur, sont plutôt des petits textes, et il y a un texte beaucoup plus long que les autres, qui fait 4 fois plus long que les autres, qui s'appelle Anthologie de l'image photographique. Mon hypothèse, c'est que, vu où c'est placé dans le livre, c'est qu'on l'a fait une commande à Bazin, qui était donc un jeune homme qui commençait à écrire un peu dans des revues universitaires. On lui a fait la commande, je pense, de que deviennent les tableaux, que devient la peinture lorsqu'elle est photographiée, ou qu'est-ce que c'est que la photographie de peinture. Je pense que c'est ça la commande. Et il n'a pas répondu du tout à la commande, puisqu'il a fait un livre qui s'appelle Ontologie de l'image photographique, et qui ne parle quasiment pas de photographie, qui parle de cinéma. Donc je pense qu'on lui a commandé un livre sur la peinture photographiée, il l'a intitulé Ontologie de l'image photographique, et il a fait un essai sur le cinéma. Un essai très influencé par Malraux, on pourrait dire indirectement par Walter Benjamin, puisque Malraux avait rencontré Benjamin et l'a cité dans un des rares textes à l'époque, qui était un texte d'esthétique du cinéma, qui s'appelait Esquisse d'une psychologie du cinéma. Donc Bazin, qui prend un peu le contre-pied de Malraux d'un point de vue théorique, se retrouve parler de la même chose que Walter Benjamin, parce que Malraux avait pris le contre-pied de Walter Benjamin, finalement, sans vraiment le savoir. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas c'est fort intéressant. Ce texte est vraiment tellement fort que c'est celui dont on parle toujours, où qu'on aille dans le monde. On connaît Bazin par Ontologie de l'image photographique, mais pas du tout par cette version. Cette version, moi j'ai fait un travail universitaire dessus, en la retrouvant, celle de 1944, elle est relativement différente de celle revue par Bazin en 1958. Mais Bazin a choisi ce vieux texte de sa jeunesse, il a choisi de le mettre en ouverture du premier tome de Qu'est-ce que le cinéma ? Et quand ça a été raccourci en 1975, c'est resté le premier texte. Donc c'est la porte d'entrée de la pensée de Bazin sur le cinéma. Et du coup, tout le monde sait que Bazin, c'est l'ontologie, et le mot d'ontologie, qui n'était pas très philosophique chez Bazin. Bazin n'avait pas lu Lévinas, ne parlait pas vraiment d'ontologie, ni même au sens ancien de la métaphysique, pas du tout. C'est un mot, d'ailleurs, on pourrait dire des choses plus précises là-dessus, mais au fond, ce n'est pas fondamentalement philosophique l'emploi que Bazin fait de ce mot. Et donc on en a fait un mot de reconnaissance de Bazin. Donc on emploie ontologique pour tout. Tout devient ontologique. La pensée ontologique, le plan ontologique, voilà. Donc ce que j'appelle le bazinisme, c'est-à-dire la simplification de la pensée de Bazin, qui est par des simplifications pédagogiques, par des lectures tendancieuses, soit des lectures hagiographiques, soit des lectures de détestation de Bazin, font que c'est résumé à quelques traits. Et alors, l'édition de ce livre me rend très, très, très heureux, parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai lu tout, donc j'avais lu tout Bazin, donc je savais que le bazinisme existait, et que les gens affirmaient des choses totalement fausses par rapport à ce qu'avait pu penser Bazin dans des textes où il était très, très précis, mais ces textes étaient inconnus. Il fallait aller à la Bibliothèque nationale, ouvrir un rouleau de photographie pour avoir le Parisien libéré de telle date, etc. Donc peu de gens, seuls quelques chercheurs avaient vraiment lu autre chose que les quelques livres qu'on avait. Donc ce texte est très passionnant, et peut-être pour une certaine génération, Bazin pouvait être ça, et donc on est passé à ça. Voilà. Donc c'est celui que vous avez ici. On a un coffret et 2 gros volumes, voilà, qui sont là. Si on fait le compte de tout ce qui a été publié du vivant de Bazin, c'est seulement 2 livres. Il a publié un livre sur De Sica en italien et un livre sur Orson Welles en France. Et le livre sur Orson Welles, tout le monde croit le connaître parce qu'il y a eu une 2e édition qui a été faite par André Labarthe après la mort de Bazin. Et donc tout le monde a dans la main ce livre, enfin aujourd'hui ceux qui ont pu le récupérer chez un soldeur, parce qu'il n'est plus en vente. Il est encore en circulation chez les soldeurs. Avec Internet aujourd'hui, c'est plus facile de retrouver les vieux livres, mais ce n'est pas du tout le même livre. C'est-à-dire, c'est une 2e édition qu'il a présentée comme
le livre de 1950 revu par Bazin, mais c'est faux. En réalité, il y a vraiment à peine un sixième du livre, un petit bout de chapitre qui est identique. En fait, ce sont deux livres différents. Bazin a refait un livre juste avant de mourir, en 1958, a préparé un livre sur Orson Welles, avec les nouveaux films, une nouvelle façon de voir. Et celui de 1950 se trouve aujourd'hui à l'intérieur des œuvres complètes en tant que tel. Et moi, je trouve que c'est un très très beau livre. Le petit livre des éditions Chavannes de 1950 est vraiment un grand livre de Bazin, très, très fulgurant, qui est assez différent de celui de 1958. Voilà. Donc, si on fait le compte de ces deux livres publiés du vivant de Bazin, ensuite les 4 tomes de Qu'est-ce que le cinéma, juste après sa mort, puis tout ce qui a été fait principalement par Truffaut, mais aussi par André Labarthe pour un livre, c'est-à-dire les écrits de jeunesse de Bazin, en 10-18, une invention de Truffaut très, très belle, une très belle idée d'éditeur de rassembler sous un titre le cinéma de la cruauté, qu'il a trouvé dans un article de Bazin, qui est donc un pastiche du théâtre de la cruauté d'Artaud par Bazin dans un de ses articles pour parler du cinéma, je crois que c'était sur von Stroheim. Et donc, Truffaut a été chercher les cinéastes que Bazin pouvait considérer comme cruels, enfin, au sens du cinéma de la cruauté, et il a choisi des bons articles de Bazin et il les a mis bout à bout, et ça donne le cinéma de la cruauté. Donc une anthologie de textes de Bazin vraiment intelligemment rassemblés. Ensuite, quelques autres, les textes sur Chaplin, les textes sur Wells, enfin le Wells modifié, et puis finalement en 83, un autre, le cinéma de la libération à la nouvelle vague. Si on met bout à bout tous ces livres, il y en a environ 7 ou 8, ils sont donc résumés à la fin du deuxième tome, on arrive à un petit peu moins de 10% de l'ensemble. Voilà. Donc ça veut dire que le livre, quand je dis révolution éditoriale, je veux dire que ce qu'on amène et qu'on rend lisible immédiatement maintenant, c'est 90% de choses qui avaient vraiment disparu de la circulation. Je ne parle pas du reste, parce que dans les 10%, il y avait encore l'essentiel avait disparu. Il fallait quand même faire l'effort d'aller chercher les livres et les retrouver chez un soldeur. Mais le reste avait complètement disparu parce que c'est dans un journal. Voilà. Alors, pour vous dire un peu l'éparpillement, Bazin, donc je vous l'ai dit, est journaliste quotidien dans le Parisien libéré entre 44 et 58. Il y a plus de 1300 articles. Radio, cinéma, télévision, je les prends par ordre de fidélité, c'est-à-dire classement par nombre d'articles. Le deuxième où il a le plus écrit, c'est Radio, cinéma, télévision, qui est devenu Télérama par la suite. Plus de 400 articles. France Observateur, qui est devenu ensuite le Nouvel Obs. Aujourd'hui s'appelle l'Obs, je crois. Il a changé plusieurs fois de nom. France Observateur. Donc France Observateur hebdomadaire de gauche, notamment contre la guerre d'Algérie. Donc Bazin est sans doute catholique, mais n'est pas catholique dans la vie par la suite. On peut dire que c'est un catho de gauche, disons, ou progressiste. Il a travaillé aussi avec, il faut le dire, pour dire deux mots de ça, avec les communistes, puisque objectivement, jusqu'en dans l'après-guerre, puisqu'il a une activité, il a beaucoup écrit, comme vous le voyez, mais il a une activité orale encore plus intense, puisqu'il est responsable d'une fédération de ciné-clubs, une fédération nationale de ciné-clubs, dans l'organisme d'éducation populaire qui s'appelait Travail et Culture, et qui parfois travaillait avec Peuple et Culture, mais Travail et Culture qui était d'obédience communiste. Et donc, il allait présenter des films dans les ciné-clubs, notamment les ciné-clubs d'entreprise dont parlait un conférencier il y a 2 jours. Par exemple, le premier, il l'a cité, le premier ciné-club d'entreprise qui donc vise un milieu ouvrier, vise le peuple, le sujet de ces 3 jours, c'était dans les usines Renault de Billancourt. Donc il y a des interventions très célèbres de Bazin qui amènent Rome ville ouverte de Rossellini et qui le présente au moment de la pause aux usines Renault Billancourt. Voilà. Donc il y a toute cette activité avec le réseau de la CGT et le réseau du Parti communiste dans lequel Bazin a travaillé, mais finalement évidemment ça s'est arrêté puisque Bazin n'était pas du tout communiste. Et il a écrit un texte fameux qui se moquait des films soviétiques sur Staline, le mythe de Staline dans le cinéma soviétique qu'il a fait devenir
persona non grata, il s'est fait attaquer violemment par la presse communiste à partir de là. Mais il a travaillé objectivement au moment de... En fait, c'est un des grands acteurs de l'éducation populaire de l'après-guerre. Voilà. Donc France Observateur, il y écrit entre 51 et 58, il est l'un des deux avec Jacques Deniol-Valcroze, qui était aussi le co-directeur des Cahiers du cinéma avec lui. Était aussi tous les deux étaient les deux critiques de cinéma à la naissance de France Observateur, donc du Nouvel Obs. Il a écrit à peu près 300 textes. Et enfin, les Cahiers du cinéma, dont il est le cofondateur, ça c'est très célèbre parce qu'en général, on dit que les cahiers, notamment les cahiers jaunes, c'est-à-dire la première période, ce sont les cahiers de Bazin. Évidemment, moi je trouve que notre édition maintenant relativise cette façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les Cahiers du cinéma, c'est seulement un peu plus de 110 textes sur 2800. Donc ce n'est pas son activité principale, même si ces textes sont assez importants, mais c'est plutôt son magistère à l'intérieur des cahiers qui fait qu'on considère que les Cahiers du cinéma, c'est la revue de Bazin. Et ensuite, tous les jeunes gens que Deniol-Valcroze et lui vont faire venir avec une grande générosité et ils vont les laisser écrire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, les laisser attaquer un certain type de cinéma qui était bien en place en France. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, c'est ceux qui vont devenir les grands cinéastes de la nouvelle vague, donc une forme de modernité française qui évidemment en France est considérée comme le centre du monde, mais il y a d'autres modernités ailleurs dans le monde. Enfin, c'est quand même la nouvelle vague qui est connue dans le monde entier, donc Truffaut, Godard, Rivette et Chabrol. Je ne crois pas en avoir oublié un. Donc qui vont prendre la place de Bazin après la mort prématurée de Bazin, qui est mort à 40 ans, donc en 58. Les Cahiers avaient donc 7 ans d'âge et la revue existe encore, même si elle a subi des métamorphoses assez importantes tout au long de son histoire. Après ça, c'est l'écran français dans lequel Bazin a le plus écrit. L'écran français qui a non pas disparu en 1949, mais qui a été intégré à la presse communiste de façon beaucoup plus massive, et donc ne pouvait plus écrire que des hagiographes des films soviétiques et des staliniens bontins. Donc toute la partie des compagnons de route de cette revue, qui n'étaient pas que communistes au départ, sont partis à peu près en 1949 quand ça a été intégré aux lettres françaises. Et Bazin fait partie de cette première partie. Il n'est pas le plus connu des critiques de cinéma de l'écran français, mais il fait partie de la première équipe. Donc 1945-1949, il écrit une cinquantaine de textes, d'articles dans l'écran français. Ensuite, Bazin est très célèbre pour avoir écrit des très longs textes qui sont des espèces de dissertations immenses, ou même on pourrait dire des petits volumes. Aujourd'hui, vu comment fonctionne la presse et l'édition d'aujourd'hui de cinéma, ce serait des livres. Ce serait des petits livres. Chaque article qu'il a écrit dans Esprit. Donc Bazin est aussi un des grands auteurs dans l'histoire de Esprit, ayant écrit sur le cinéma. Alors là, ce sont ces textes vraiment fameux qu'en général on connaît mieux parce que justement Bazin les avait retenus dans son anthologie dans Qu'est-ce que le cinéma. Voilà. Ensuite, il a écrit dans une revue moins connue, l'Éducation nationale, comme son nom l'indique, est plus ou moins lié au ministère, et donc une quarantaine d'articles assez longs, assez pédagogiques justement. Voilà. Ensuite, je vous cite juste les endroits. Il a écrit dans Cinema Nuovo des articles en italien que j'ai traduits de l'italien parce qu'ils étaient inédits en français. L'information universitaire, la revue Art un petit peu, où Truffaut est devenu le grand critique de cinéma, a écrit plus de 400 textes et a mené une action de droite offensive, alors que c'était pas vraiment la façon de faire de Bazin, mais Bazin a écrit quelquefois dans Art, Le Courrier de l'étudiant, Ciné Club, Doc Éducation populaire, très important à l'époque, l'Action, Cinéma 55, Cinéma 56, la revue de la FFCC, la Fédération des ciné-clubs, les journées moins connues, Carrefour. Bon, je pourrais vous en donner pas mal parce qu'il a écrit dans plus de 60 endroits différents. Mais comme l'heure passe, je pense, je vais en profiter pour vous... je vais vous montrer la tête de Bazin, d'autres têtes de Bazin. Voilà, avec son chat, voilà, dans une photographie qui n'est pas terrible, mais recherchée. Ici, un photogramme d'un court-métrage d'Éric Rohmer de 1956, un des rares moments où on voit Bazin vivant. Dans notre film, on a fait la recherche on croyait que Bazin n'avait jamais été filmé.
Et en fait, j'ai retrouvé 4 ou 5 petits instants où Bazin est filmé dans un jury pour la télévision, donc on les a mis dans notre film. Sauf un qui était le plus intéressant à Cannes, mais les ayants droit sont des escrocs, alors c'était trop cher. Voilà, alors je vais vous faire entendre pour finir la voix d'André Bazin dans la Tribune de Paris, radio française, en 1948, une discussion avec le philosophe Gabriel Marcel et Adolphe Portman. Et voilà, quelques 3 minutes. Ouais, c'est pas facile, mais ça marche. Souvent avec un grand succès. Et le roman américain, et dans un certain nombre d'œuvres inspirées par le roman américain. Il est bien sûr qu'il y a eu là des œuvres remarquables. Est-ce que, malgré tout, dans l'ensemble, il faut souhaiter que cette influence subsiste? Je n'en suis pas tout à fait sûr. J'ai souvent l'impression, en lisant des romans de ce type, que les films... Ah, pardon. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Je vais essayer de mettre Bazin tout de suite, parce que il est donc à 12 minutes 27. Oh là là, c'est pas facile. Hein. Pardon. Je recommence. Tribune de Paris. En d'autres termes, sur cette voie, il me semble que le roman tente un peu à se détruire lui-même, à se priver en quelque sorte de sa justification. Cette question de l'influence... C'est André Bazin qui intervient. Cette question des influences du cinéma sur les autres arts et réciproquement me paraît avoir été bien posée par M. Portman et Marcel, mais peut-être en termes trop historiques. Il me semble que si nous approfondissons et si nous étudions de plus près la véritable influence ou inter-influence de ces arts, nous serions amenés à prendre une position plus souple et plus douteuse. Et qui serait celle-ci peut-être? C'est que l'influence, s'il y a bien une influence du cinéma sur les autres arts, et je crois en effet qu'elle est flagrante, entre autres dans le roman et pour la photographie sur la peinture. S'il y a bien eu une influence, elle n'est pas de cause à effet. Ce n'est pas une influence qui serait qu'à partir d'un certain moment, les peintres voyant des photographies se seraient mis à se dire il est absurde de faire des portraits, je vais faire autre chose que du portrait, je vais faire des choses qui n'ont plus besoin de ressembler à la nature. Ce n'est pas cela. D'ailleurs, historiquement, il se trouve que l'histoire de la photographie est au contraire une histoire des influences de la peinture sur la photographie. En effet, les premiers photographes se sont ingéniés à essayer de ressembler aux peintres. C'est bien plus tôt et plus profondément, en dessous de ces causalités psychologiques et sociologiques immédiates, c'est bien plutôt une influence de la sensibilité de l'époque, d'un besoin profond de l'époque. C'est ainsi que Degas, par exemple, construit ses tableaux exactement comme une fin de séquence à l'écran. Or, il a fallu au cinéma 50 ans pour retrouver le style de Degas à l'écran et pour tout naturellement, à travers l'évolution de son langage, construire son cadrage cinématographique comme Degas faisait un tableau. Mais ceci, c'est parce que Degas était prophétique à son époque et sentait à travers ce 19e siècle scientifique et mécaniste, sentait le besoin de représenter la réalité, saisie en quelque sorte dans une espèce de synthèse réaliste et dramatique en même temps, que le cinéma retrouvera très tard. Donc, s'il y a bien, on peut parler... Étonnant, non? Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce passage de 1948, c'est qu'il dit juste exactement le contraire de ce qu'on lui attribue, de ce que le bazinisme lui attribue. C'est-à-dire qu'en général, on prend Bazin comme un objet facile à rejeter en disant « Ah, c'est ce type qui a dit que le cinéma, c'était l'enregistrement, donc c'était l'enregistrement ontologique du réel, donc la photographie avait pris toute la place du mimétisme, donc la peinture allait devenir
abstraite, parce que c'était plus la peine de faire de la ressemblance, puisque toute la ressemblance était partie du côté de... Et puis, en fait, les gens vous disent que c'est dans Ontologie de l'image photographique, ça ne l'est pas, il suffit de le lire pour le savoir. Ensuite, aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins 4 versions d'Ontologie de l'image photographique, toutes sont dans le livre. Et enfin, quand on retrouve Bazin juste en train de parler, une chose qu'il n'a pas vraiment théorisée longtemps, il dit bien exactement une chose beaucoup plus subtile, tout à fait différente. Et donc, voilà, Bazin est à redécouvrir avec ses œuvres complètes. Merci.